Et nous allons recevoir maintenant Emmanuelle Wargon. Bienvenue à vous, Madame la Présidente, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui nous rejoint tout de suite. Et à mon avis, qu'on va reparler de flexibilité au pluriel, de tarifs, de TURP aussi. Et le président Pinta va rejoindre le pupitre pour vous accueillir et introduire cet échange. Madame, bienvenue à vous. Je vous en prie. Ça va. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici à Besançon lors du 39e congrès de la FNCCR. Si je compte bien, c'est la 3e fois que vous faites le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. La première fois, c'était en 2019, vous étiez ministre. La seconde, vous étiez présidente de la CRE, et puis donc aujourd'hui, on vous retrouve. Donc finalement, vous êtes en quelque sorte une habituée de nos travaux. Pour les AODE que nous représentons, non seulement pour la distribution, mais aussi pour la fourniture au tarif réglementé de vente, le TRV, la régulation s'exerce d'abord au niveau local. À nos yeux, elle est d'ailleurs complémentaire de celle que vous exercez au niveau national. La CRE calcule et détermine le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité et de gaz. Les AODE que nous représentons, grands syndicats d'énergie, métropoles, ont la charge de conduire le développement et la maintenance des réseaux dont nous sommes propriétaires, avec leurs concessionnaires, bien sûr, Enedis, GRDF, et avec les entreprises locales de distribution aussi. Et nous avons mission de les contrôler. Notre approche est donc complémentaire. Il me semble qu'elle pourrait l'être peut-être même encore plus, par exemple en développant de manière plus régulière des réunions de travail et de concertation entre nos élus et les membres du collège de la CRE pour traiter des sujets qui, je crois, nous intéressent réciproquement. Comme responsable des services publics locaux d'énergie, nous suivons attentivement les travaux de la CRE, qu'il s'agisse de son comité de prospective, auquel nous participons, de groupes de travail ou encore de rapports souvent très éclairants sur le fonctionnement des marchés, les interconnexions ou encore les dispositifs d'expérimentation pour accompagner l'innovation autour de raccordement des énergies renouvelables, autour du stockage, ça vient d'être cité, autour de la flexibilité. Je pense également à celui que vous avez rendu public dernièrement, qui faisait état d'une forte baisse de la consommation de gaz dans les années à venir, en dépit de l'arrivée croissante de gaz renouvelables, notamment le biométhane, auquel nous croyons, nous encourageons pour un mix énergétique équilibré. Cela se traduit par un changement substantiel de la tarification des réseaux gaziers, qui permet une transition maîtrisée vers moins de gaz fossile. L'augmentation tarifaire qui en résulte va garantir le bon fonctionnement et la sécurité de ces réseaux gaziers. Cela est rassurant au moment où la pérennité de ces actifs pouvait poser question. S'agissant du tarif de l'électricité, nous sommes toujours très réservés sur le principe de contestabilité qui a pour effet de priver les consommateurs d'électricité au TRV des bénéfices du mix national énergétique français, puisque ce principe contraint à ajuster le TRV en fonction des hausses du prix d'équilibre du marché européen, qui dépend, vous le savez, des centrales à gaz ou à charbon. Nous serons donc particulièrement vigilants à ce que le tarif proposé par la CRE intègre, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, les apports en fonds propres des autorités concédantes et qu'il soit suffisamment souple pour couvrir tous les investissements dont nos territoires ont le plus grand besoin. Nos collectivités souhaitent, Madame la Ministre, être rassurées quant à la couverture d'autres investissements dont elles peuvent avoir la charge. Nous pensons au FACÉ ou encore les raccordements, les extensions figurant dans les contrats de concession. À cet égard, il nous paraît indispensable que les autorités concédantes que nous représentons puissent être auditionnées par la CRE. Ça nous paraît légitime pour l'élaboration du TURP. D'autres acteurs aussi pourraient être auditionnés. Je pense aux entreprises locales de distribution qui seraient aussi légitimes. Bon, Madame la Ministre, Madame la Présidente, vous voyez que les sujets ne manquent pas et que nous sommes particulièrement ici au Congrès impatients de vous entendre sur ces sujets et sur ces enjeux
En tout cas, je vous remercie bien vivement d'avoir accepté de nous consacrer ce moment et aussi de vous prêter à la fin de votre intervention à l'échange avec la salle auquel nous sommes aussi très sensibles. On peut applaudir Madame la Présidente. Merci, bienvenue Madame la Présidente. Attente de vigilance et de rassurance. On va parler tarifs, on va parler flexibilité, TURP. Bienvenue. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Xavier Pintat, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les élus, cher Laurence Poirier-Dietz, cher Xavier Piéchazic, Mesdames, Messieurs, effectivement, c'est presque en habitué que je me retrouve ici pour la 3e fois au congrès annuel de la FNCCR. Vous l'avez rappelé, cher Président, une fois en tant que secrétaire d'État et une fois à Rennes en 2022 en tant que présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Et peut-être en introduction, j'aimerais rebondir sur ce que vous nous avez dit. Bien sûr, il existe une régulation nationale, la Commission de régulation de l'énergie en est chargée. Vous avez un rôle de régulation locale. Et ce partenariat est réellement essentiel. Et donc j'aimerais vraiment, dans mon tout premier propos liminaire, vous redire cette volonté de la Creux d'être, de ne pas habiter en théorie, de ne pas vivre dans une tour d'ivoire, d'être en relation régulière avec les élus. Je vois Madame la sénatrice Simpé avec laquelle on échange régulièrement, les sénateurs, les députés, aussi bien sûr les élus locaux et en première place la FNCCR avec son rôle de collectivité concédante. Nous travaillons de façon très régulière avec les ELD, avec lesquels nous avons de nombreux sujets ensemble. Et vous l'avez dit, pour les tarifs, ce sera bien volontiers que nous montrons cette audition de la FNCCR pour la préparation du TURP. Et je retiens d'ailleurs aussi la proposition d'avoir peut-être des relations de travail plus régulières. On est amené à travailler ensemble de façon peut-être un petit peu trop épisodique. Et donc je prends tout à fait ce point. Depuis 2022, beaucoup de choses se sont passées. En 2022, on était au pic de la crise énergétique. On était à des prix qui étaient à 300 €, 350 € du mégawattheure en gaz. On atteignait 1 000 € sur le marché spot en électricité. Heureusement, cette période de prix à des niveaux exceptionnellement élevés est derrière nous. Notre sécurité d'approvisionnement s'est renforcée. Je pense que ça a été dit et ça sera redit par d'autres interlocuteurs. En gaz, avec des importations importantes, notamment de GNL, et des nouveaux circuits gaziers qui permettent à la fois de répondre à nos besoins et de continuer à remplir les stockages, et qui nous donnent aussi un rôle de plaque tournante peut-être encore plus importante qu'avant. Et en électricité, ça je ne doute pas que Luc Rémond vous l'ait dit hier, avec le retour de la production nucléaire à des niveaux plus élevés et une augmentation continue de notre production d'ENR. Le résultat, c'est que nos écarts de prix avec l'Allemagne, vous parliez des prix de marché et de notre exposition aux prix de marché. Actuellement, les écarts de prix sont favorables. L'électricité sur le marché français, notamment pour les années qui viennent, est à un prix plus bas que l'Allemagne, qui est toujours notre référence. Et nous ne sommes pas loin, dans les prix de marché, de l'univers des coûts de production. Alors, on peut se demander quelle est exactement la juste évaluation du coût de production, en particulier du nucléaire. Comme vous le savez, la Creux a remis un rapport sur ce sujet évaluant le coût de production du nucléaire autour de 60 € dans une hypothèse où EDF est préservé contre les risques de marché. Mais en tout cas, on est dans des niveaux de prix qui sont, sur les prix de marché, proches des coûts de production du mixte français. Et donc, on ne subit plus cette situation exceptionnelle avec des prix extrêmement élevés. Tout ceci se fait dans le cadre des marchés européens. Et je voudrais en profiter pour redire que nous bénéficions des marchés européens, en particulier de l'électricité. La France est exportatrice nette, une 50aine de térawattheures en ce moment, annuellement. Elle a été importatrice nette une seule fois en 2022. Et les interconnexions qui nous ont permis d'assurer la sécurité d'approvisionnement et qui nous ont permis d'assurer cet équilibre offre-demande à une période où on était tous inquiets et on regardait tous le signal EcoWatt d'RTE tous les jours avec la plus grande attention, ces interconnexions nous ont permis de répondre aux besoins français. Et ces interconnexions, elles fonctionnent couplées avec les marchés européens. Et donc, c'est dans ce cadre qu'est notre avenir. Si maintenant, j'en viens à nos grands enjeux communs. Je vais commencer par les réseaux, bien sûr, et puis je parlerai des marchés. Pour les réseaux, vous l'avez cité, il y a un an, on a fait un gros travail sur une vision à long terme des infrastructures gazières que nous avons faites en liaison avec les grands opérateurs que sont GRT Gaz, Teréga, GRDF, LNG Storengy.
Cette étude, elle montre deux choses. Nous sommes dans une tendance de baisse de la consommation de gaz, tout type de gaz confondu, qui est cohérente avec la stratégie nationale bas carbone. Mais nous allons continuer à avoir besoin des infrastructures à un niveau assez similaire au niveau actuel. Peut-être un peu moins d'infrastructures à horizon 2030, 2040, 2050, mais pas autant de réduction d'infrastructures que de réduction de consommation, parce que cette moindre consommation, elle passera quand même par ces infrastructures, et ces infrastructures, elles ont besoin d'être là, modernes, performantes, avec des investissements qui leur permettent de continuer à répondre aux besoins. On a donc un énorme enjeu de financement de ces infrastructures rapporté à une consommation plutôt orientée à la baisse et durablement orientée à la baisse. Donc ça a été tout l'enjeu de nos discussions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz l'année dernière, discussions étroites, parfois vives avec les gestionnaires de réseaux, où nous avons cherché deux objectifs toujours un peu contradictoires. Permettre à ces gestionnaires de financer leurs investissements pour aujourd'hui et pour l'avenir et tirer au plus juste la facture pour le consommateur. Nous sommes arrivés à cette augmentation qui n'est pas totalement passée inaperçue parce que je ne crois pas qu'un seul Français ignore qu'il y a eu une augmentation des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz et que cette augmentation se traduit par une augmentation de factures, toutes choses égales par ailleurs en juillet. Néanmoins, cette augmentation de factures ramène la facture de l'utilisateur final, je parle du consommateur individuel, à peu près au niveau de janvier dernier, puisqu'entre-temps, le prix de la molécule lui-même a baissé. Dans ces tarifs, nous avons essayé de commencer à anticiper l'avenir, c'est-à-dire amortir plus vite certains investissements, changer nos méthodes comptables pour permettre de financer au maximum au moment où il y a encore de la consommation. Il reste que nous avons besoin d'anticiper la suite et donc nous allons lancer des travaux avec tous les gestionnaires de réseau, avec toutes les parties prenantes et la FNCCR sera une partie prenante et les collectivités très importantes pour réfléchir vraiment à moyen long terme comment on fait, comment on aborde cette période de 2030, 2035, 2040 et plus loin pour trouver les meilleurs modes de financement qui permettent de maintenir les réseaux dont on a besoin sans peser au-delà du raisonnable sur les consommateurs. Et c'est là que les enjeux locaux sont absolument primordiaux. Parce qu'en fait, la réponse est très souvent locale. Jusqu'à quand on a besoin de telle boucle de gaz ? À quel moment on a besoin d'une nouvelle boucle gaz parce qu'on a de la méthanisation qui arrive et donc des raccordements à faire pour raccorder le biogaz qui arrive et dont on a besoin ? À quel moment on peut regarder la superposition des réseaux entre réseaux de gaz et réseaux de chaleur ? Comment avoir une stratégie multi-énergie à l'échelle locale ? Et ça, vous le savez nettement mieux que nous, parce qu'en gros, c'est ce que vous faites au quotidien. La CRE a la chance de réguler électricité et gaz, donc on a une vision sur ces deux énergies. Nous ne sommes pas compétents sur les réseaux de chaleur, c'est l'ADEME qui est votre interlocuteur sur le sujet. Mais l'agrégation de tout ça, la logique cohérente à l'échelle d'un territoire, et du coup l'accompagnement efficient de chacun des réseaux, de chacun des modes de production et de consommation d'énergie, ça c'est vraiment vous qui savez. Et donc dans ces travaux, on a préservé l'avenir pour les tarifs gaz 2024-2027. On a encore une grande question devant nous et cette grande question, il faudra qu'on la travaille ensemble. Et puis cette année, c'est l'année des tarifs d'électricité. Alors effectivement, on a en chantier le TURP, Xavier en a parlé, je ne doute pas que Marianne Léniaud en ait parlé aussi. C'est un chantier extrêmement important parce que là, et je sais que vous le savez également, on est dans un changement complet de paradigme, très différent du gaz. On avait des investissements relativement modérés qui étaient plutôt des investissements de remplacement dans les périodes précédentes. Et là, on a un besoin massif d'augmentation de nos réseaux d'électricité pour raccorder les ENR, pour raccorder l'éolien offshore, pour renforcer ce réseau et pour accompagner l'électrification du pays. Et ce sont des dizaines de milliards d'euros d'investissements prévisionnels chez RTE, chez Enedis, qui s'annoncent. Donc là, les travaux sont en cours également. Alors, on n'est pas dans le même système que dans le gaz, puisque normalement, ces investissements devraient être supportés par une consommation d'électricité qui va s'accroître, ce qui doit donc rendre le coût unitaire un petit peu plus supportable. Mais néanmoins, on a des questions de calendrier pour savoir à quel moment cette électrification se produit, comment est-ce qu'on anticipe les investissements dans les réseaux, comment est-ce qu'on les lisse. C'est tout le travail que nous menons en ce moment dans cette discussion sur le TURP. Là aussi, vous êtes pleinement concernés. Les besoins de développement du réseau, c'est beaucoup le besoin de raccordement des ENR. Et ce besoin de raccordement des ENR, c'est d'abord un besoin de raccordement local. Et d'ailleurs, je voudrais saluer
l'efficacité de l'action de nos grands gestionnaires de réseau. C'est vrai en gaz et c'est vrai en électricité. Pour RTE et pour Enedis, Enedis a fortement accéléré ses délais de raccordement des ENR, est au rendez-vous sur une multiplication, je crois à peu près par 3, du volume d'ENR local raccordé, et ce n'est que le début d'une longue période. Ça m'amène du coup au sujet qu'évoquait Xavier tout à l'heure, et que vous évoquiez aussi, le sujet des flexibilités. Face à un système qui est en croissance très forte, et face à une production qui n'est pas linéaire dans la journée et dans l'année, une consommation qui ne l'est pas non plus, les flexibilités sont absolument indispensables. On travaille aux flexibilités réseau avec RTE et Enedis. On a d'ailleurs demandé aux 2 opérateurs de travailler de façon extrêmement étroite ensemble. Ils le font déjà et ils le feront, je pense, encore plus dans la période qui vient, pour voir comment est-ce que les réseaux peuvent jouer ce rôle de flexibilité pour adapter à chaque instant l'offre et la demande. Mais je voudrais revenir sur le sujet du consommateur particulier et des heures pleines et des heures creuses, parce que c'est un sujet qui est essentiel pour nous, sur lequel on travaille depuis 6 mois. En fait, on partage le constat qui a été fait, qui est les heures creuses ne sont pas toujours positionnées au bon moment aujourd'hui. Et si on arrivait à avoir plus de consommation en heures creuses au bon moment, on rendrait un énorme service au système électrique. Vous l'avez dit, beaucoup de production solaire avec cette fameuse cloche solaire, en particulier en été, même si c'est aussi le cas en hiver, mais encore plus en été. Plus on arrive à mettre de consommation face à ces heures de production pas chères, mieux c'est pour l'équilibre offre-demande, mieux c'est pour le dimensionnement des réseaux, mieux c'est pour le dimensionnement de parcs de production, mieux c'est pour le portefeuille, pour la facture, parce que ce sont des heures pas chères, mieux c'est pour le système. Et du coup, on a engagé des travaux dans 2 directions complémentaires, avec 2 morceaux de la maison qui travaillent ensemble de façon acharnée dans la période, la direction des réseaux et la direction des marchés. Côté réseau, avec Enedis, on souhaite regarder comment est-ce qu'on peut déplacer le stock des heures pleines heures creuses aujourd'hui chez des millions de Français, on parle de 10 à 15 millions de Français, pour d'un côté supprimer les vieilles heures creuses qui sont encore à des horaires qui n'ont plus beaucoup de sens, 18h, 19h, 20h, 21h, 11h, midi, qui sont des moments de consommation importants, et de l'autre, aller mettre des heures creuses en été dans l'après-midi. Ce qui veut dire peut-être aller vers un système dans lequel on a tous un schéma d'heures pleines heures creuses d'hiver qui n'est pas le même que le schéma d'heures pleines heures creuses été. Typiquement, un consommateur lambda, Monsieur le Président Pinta ou moi, on pourrait avoir, je ne sais pas, 23h, 7h en hiver, et puis peut-être 2h, 6h du matin et 14h, 17h, enfin 1h, 6h du matin et 14h, 17h en été. Et ça, c'est bénéfique pour le consommateur, parce que c'est quand même agréable d'avoir des heures creuses en journée l'été, et ça permettrait de mettre de la consommation en été, au moment où on a vraiment de la production pas chère. Donc on est en train de travailler sur ce positionnement des heures creuses, on le travaille extrêmement sérieusement avec Enedis, en sachant que c'est une très lourde conduite de projet, parce que ça veut dire aller faire des changements dans les habitudes de consommation des Françaises et des Français. Et donc évidemment, on ne va pas faire ça du jour au lendemain en claquant des doigts, tout ça va prendre du temps. Ce sera organisé, évidemment, et accompagné. Et puis le deuxième point, c'était la question qui était posée tout à l'heure à Xavier Piéchazic, c'est ce serait bien que ces tarifs soient intéressants. Et ça, c'est la deuxième dimension sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, les mécanismes de calcul des tarifs réglementés de l'électricité font que, selon les années, on subit un peu le fait que le tarif heure pleine heure creuse soit plus ou moins intéressant par rapport au tarif base. Aujourd'hui, un consommateur en heure pleine heure creuse doit consommer 30% de sa consommation en heure creuse pour que ce tarif lui soit bénéfique. Et 30%, c'est assez atteignable. Un chauffe-eau électrique, plus un peu de vigilance dans ses usages quotidiens, on y arrive très bien. Et d'ailleurs, à peu près tous les consommateurs qui sont en heure pleine, heure creuse, sont gagnants parce qu'ils ont effectivement 30% ou plus de leur consommation en heure creuse. Avant crise, à cause des mécanismes de calcul que je ne vais pas détailler, ce ratio a pu atteindre 50-60%. Auquel cas, c'est beaucoup plus difficile d'être gagnant parce qu'à 50%, si pour être gagnant, il faut avoir au moins 50% de sa consommation en heure creuse, ça commence à devenir très compliqué. Donc nous, notre objectif, c'est de stabiliser ce ratio dans une zone 25 à 30%, pour dire on est sûr que la manière dont sont construits les tarifs, dès qu'on consomme 25 à 30% ou plus en heure creuse, on est gagnant.
Et puis notre deuxième sujet, désolé pour l'expression interne, c'est d'écarter la mâchoire du truc. C'est-à-dire que le prix des heures creuses soit un peu plus bas, et donc le prix des heures pleines un peu plus haut, pour que dès que vous passez ce seuil, ça soit encore plus intéressant. Que chaque % supplémentaire gagné en heures creuses vous rapporte vraiment plus que si l'écart entre le prix unitaire de l'heure creuse et de l'heure pleine est plus bas. Donc ce sont des travaux qu'on mène pour les tarifs réglementés 2025, justement pour garantir l'attractivité de ce tarif et positionner ce tarif à un moment bénéfique pour le système. Donc c'est un sujet majeur pour les flexibilités, ça n'est pas le seul. Le stockage a été évoqué, on travaille, et ça me permet de dire un mot pour les Outre-mer, on travaille beaucoup, nous, avec les zones non interconnectées, donc la Corse et les Outre-mer. On est en train de relancer la réflexion sur le stockage long en Outre-mer, les STEP, le stockage hydraulique. Ce sont aussi des éléments importants, mais ce travail sur les heures pleines heures creuses, il est très structurant. Je pense que j'ai complètement explosé mon temps. Je vais quand même vous dire un mot sur le marché de détail, et puis après je m'arrêterai pour prendre des questions. Au-delà sur le marché de gros, sur le marché de détail. Donc j'étais partie des réseaux, les réseaux m'ont amené à la flexibilité, et la flexibilité aux heures pleines, heures creuses et aux tarifs réglementés. Sur les marchés en général, on est aussi en train de travailler à la réforme majeure qui est la fin du dispositif ARENH. Je pense que c'est plus le sujet de savoir quel est l'avis que les uns et les autres pouvaient avoir sur l'ARENH. L'ARENH se termine au 31 décembre 2025 et on passe à un système tout marché. Notre objectif dans ce système tout marché, il est double. Le premier, c'est en tant que régulateur, en tant que gendarme, s'assurer que ce système va bien fonctionner, qu'il y aura suffisamment de transparence, de liquidité, d'offres, qui permet à chaque acteur d'avoir un accès à un approvisionnement et donc à chaque fournisseur de faire des offres. Le deuxième, c'est de favoriser l'émergence de contrats moyen-long terme. Parce que ces contrats moyen-long terme, quand vous signez un contrat d'électricité à 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez une visibilité sur le prix, et plus les contrats sont de longue durée, plus ils vous rapprochent normalement d'un modèle de prix qui est pas trop loin des coûts de production. Et donc, nos deux objectifs sont ceux-là, assurer un bon fonctionnement d'un marché qui va prendre beaucoup plus de place. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié des volumes d'électricité qui sont achetés par les clients finaux passent par les marchés, puisque le reste passe directement par l'ARENH. Demain, la totalité des volumes passeront par les marchés. C'est une évolution majeure et nous sommes là pour vérifier que ça se passera bien. Sur le sujet des marchés de détail, nous avons cherché à tirer les leçons de la crise, d'abord à accompagner les consommateurs pendant la crise et ensuite à en tirer les leçons. Accompagner les consommateurs, c'est ce qu'on a fait avec des guides et des aides à la contractualisation pour les PME, pour les collectivités, pour les organismes HLM au plus fort de la crise. Tirer les leçons pour la suite, ça fait 6 mois qu'on travaille sur des lignes directrices avec les fournisseurs pour voir comment est-ce qu'un fournisseur présente une offre d'électricité, en particulier au marché résidentiel. On s'est aperçu pendant la crise que si la majeure partie des fournisseurs avaient joué le jeu, on avait quand même des fournisseurs qui n'avaient pas complètement joué leur rôle de conseil et de transparence vis-à-vis de leurs clients. Et donc on souhaite faire évoluer ça. C'est un travail qu'on mène depuis longtemps, qu'on va terminer en juillet avec une délibération de la maison sur ces lignes directrices. Nous attendons une loi, nous aussi, sur ce sujet, pour pouvoir rendre ces lignes directrices opposables et donc clarifier la manière dont une offre d'électricité doit être présentée avant, dont un contrat doit fonctionner pendant le contrat et ce qui se passe à la fin du contrat. On double ça d'un travail sur les obligations prudentielles, c'est-à-dire un truc de bon sens. Quand un fournisseur d'électricité vous vend de l'électricité à prix fixe pour 3 ans, ce serait quand même intéressant de savoir s'il s'est couvert pour 3 ans sur ses propres approvisionnements. Et donc on travaille aussi là-dessus avec les fournisseurs pour renforcer les sécurités sur le marché. Voilà, peut-être pour conclure, je voudrais redire que je sais à quel point, et la Creuse sait à quel point, c'est vous qui êtes en première ligne pour toutes les installations d'énergie renouvelable territoriale, pour l'autoconsommation, pour le soutien au développement du véhicule électrique, pour les flexibilités, pour les changements d'usage. Et donc ce travail qu'on fait nationalement qui pose un cadre, il est simplement en fait une base qui permet ensuite au projet d'exister et qui permet ensuite d'emmener nos concitoyens vers des changements de pratiques. Ce qui est assez frappant dans la période, c'est qu'on va vraiment avoir besoin
que les consommateurs, que ce soit les particuliers, les collectivités, les entreprises, soient plus acteurs de leurs pratiques en matière énergétique, ce qui fait forcément un peu peur, hein, parce qu'avant on ne se posait pas trop de questions, on regardait à peine la facture, de toute façon ça ne changeait jamais et tout allait bien. Là, les choses changent, elles deviennent plus compliquées, mais chacun a un rôle à jouer dans cette transition écologique, énergétique, au bénéfice de la sécurité d'approvisionnement, au bénéfice de la lutte contre le changement climatique, au bénéfice d'une facture plus maîtrisée. Et ça se fera avec vous. Donc vous pouvez compter sur la CRE pour être un partenaire. Je voudrais finir par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait à propos de l'avenir qu'il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et donc essayons de faire ça tous ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Un beau sujet de citoyenneté dans cette proposition que vous venez de faire. Une ou deux questions, rapidement, pour la question et les réponses. Qui veut prendre le micro ? Oui ? Je vous en prie, monsieur. Bonjour Madame la Présidente, Pascal Cervantes, je dirige la SEM Énergisère à Grenoble, du syndicat d'énergie de l'Isère. Donc, j'avais une question concernant la flexibilité sur les prix aussi, face à l'effacement et les prix négatifs. On a en ce moment, on est confronté à beaucoup de prix négatifs par rapport aux années précédentes. En gros, on était autour des 40, 50, 60 heures par an. Là, on est à la moitié de l'année, on est déjà à 200 heures par an. Et donc, est-ce qu'il est en réflexion dans vos directions une espèce de tampon, de zone tampon pour éviter de déconnecter les ENR dès que les prix deviennent négatifs? Est-ce qu'on n'envisagerait pas une flexibilité entre moins 0,5, moins 1, voilà, pour essayer d'assister aussi peut-être au déploiement des ENR et éviter de détruire aussi les rentabilités prévisionnelles, voilà. Merci. Merci. Alors, je partage le constat. On a beaucoup plus d'heures à prix négatif qu'avant. C'est exponentiel. Et donc, on a décidé d'engager une réflexion sur mécanismes de soutien et prix négatifs. Cette réflexion, on va la mener d'abord en interne creux, mais on va aussi la mener avec le ministère, hein, parce que les mécanismes de soutien sont définis par le ministère, bien sûr. Et ça fait clairement partie des sujets, quand on aura une ou deux idées et des propositions à mettre sur la table, on les partagera avec nos grands partenaires avant toute chose. Donc on est plutôt au début de ce process, donc je ne peux pas complètement vous répondre au fond pour savoir vers quoi ça nous mène. Mais effectivement, à partir du moment où les heures à prix négatif sont plus négligeables, il faut qu'on se redemande comment on appréhende, du point de vue du système, du point de vue des finances publiques et du point de vue des producteurs, les prix négatifs. Deuxième et dernière question, monsieur. Oui, bonjour Madame la Présidente, Jacques Guéral, président du SDE 82. J'ai interpellé hier le président d'EDF sur la thématique des tarifs réglementés de vente. Bon, on voit bien qu'actuellement les prix marchés sont en train de baisser. Et donc la question qui lui était posée, c'était de dire, bon, vous êtes passé en dessous finalement dans votre offre marché vous-même, en dessous des tarifs réglementés de vente. Donc je voudrais savoir quelle est votre position dans la mesure où c'est la CRE, donc votre organisme qui fait les propositions sur ces tarifs-là, et que dans nos territoires, vous le savez très bien, il y a de grosses difficultés par rapport aux usagers, par rapport aux entreprises et par rapport à nos collectivités. Donc quelle est votre position sur ces TRV? Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Les tarifs réglementés de vente, c'est une spécificité française. On est un des rares marchés qui a ces tarifs. Et sont des tarifs qui sont en gros des tarifs pour un particulier qui s'intéresserait à sa facture d'énergie, entre guillemets, en bon père de famille. C'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas forcément à optimiser à tout moment, mais qui veut être sûr que le prix qui est facturé est un prix qui reflète la réalité du prix normal et des coûts normaux du système électrique. Ils ont une spécificité, ces tarifs réglementés de vente. Ils sont calculés sur les 2 années précédentes. Et c'est vraiment une question fondamentale de savoir si c'est le bon ou le mauvais mode de calcul. Et à chaque fois que la CRE consulte sur les tarifs réglementés de vente, on a la moitié des réponses qui sont des réponses qui nous disent 2 ans, c'est beaucoup trop long, il faudrait être beaucoup plus réactif, beaucoup plus proche des prix de marché.
Et l'autre moitié des réponses nous dit c'est au moins 2 ans, mais il faudrait plus parce qu'il ne faut pas que les tarifs réglementés soient trop volatiles et donc il ne faut pas qu'ils absorbent trop de changements. Et donc il faut qu'ils soient stables dans le temps et ces 2 ans, ça donne de la stabilité dans le temps. Et toutes les associations de consommateurs, qui connaissent ça très bien parce qu'elles s'intéressent de très près à ce sujet, défendent des tarifs réglementés avec un approvisionnement sur période longue, au moins 2 ans, voire plus. Évidemment, dans la période actuelle, parce qu'on a eu des évolutions de prix extraordinaires, les tarifs réglementés de 2022, ils étaient bien en dessous des prix de marché de 2022 parce qu'ils embarquaient des années avant crise. Et les tarifs réglementés de 2024, ils sont encore élevés par rapport au prix actuel parce qu'ils embarquent encore l'année 2022. Et donc le premier message à passer à nos concitoyens, c'est regardez le marché, faites jouer la concurrence. Il y a une concurrence sur les marchés de l'électricité. La plupart des fournisseurs, EDF inclus, font des offres en dessous du tarif réglementé. Ça s'explique économiquement, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de loup derrière. Et ça se change, enfin changer de tarif, ça se fait maintenant extrêmement facilement. Tout ceci se recalera en février 25. En février 25, les tarifs réglementés vont baisser. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ils vont baisser puisqu'ils vont prendre la moyenne des prix d'approvisionnement 23 et 24. Et du coup, ça va forcément être moins cher. Si on se dit non mais en fait il faudrait les ajuster à la dernière minute, on perd un peu l'esprit des tarifs réglementés qui est de donner une visibilité, une stabilité. Et par ailleurs, ces tarifs réglementés sont à renégocier avec Bruxelles, puisqu'on arrive à la fin de la période dans laquelle ils avaient été autorisés. Et l'une des raisons pour laquelle la Commission européenne les a acceptés, c'est justement que ce n'est pas exactement un prix de marché, c'est une moyenne sur une période un peu plus longue et donc qui apporte quelque chose aux consommateurs un peu différent de ce qu'apportent les prix de marché. Donc voilà pourquoi on est dans cette situation-là. Je pense que c'est une situation assez inédite et qui ne se reproduira pas, en tout cas pas avec cette ampleur, parce que les prix n'ont jamais autant fluctué et on a quand même bon espoir que les prix se stabilisent à peu près dans la zone dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et dans cette période, tous les élus qui sont dans la salle, vous pouvez vraiment dire à vos concitoyens, vous avez la possibilité de changer et d'ailleurs de revenir aux tarifs réglementés dans 6 mois ou dans 1 an, puisque on peut toujours changer sans délai et sans frais quand on est un particulier d'une offre de marché vers des tarifs réglementés ou l'inverse. Merci beaucoup, madame. La FNCCR sera à vos côtés pour travailler sur l'évolution, la transformation des marchés. Merci pour ces informations sur le gros chantier des heures creuses, heures pleines. N'oubliez pas votre 19h, hein, mesdames, messieurs, dont nous parlait le président de RTE. Et vous avez commencé par ça. Les réseaux, la transformation des réseaux, la réponse est d'abord locale. Ils seront avec vous. Merci beaucoup.